Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Vous êtes président de The Shift Project, vous avez fondé le cabinet Carbone 4 et vous êtes membre du Haut Conseil du Climat. Vous faites partie de ces écologistes qui disent que le nucléaire est un moyen d'amortir la décroissance inéluctable de l'économie liée à la rareté de l'énergie et vous défendez cette énergie. Alors est-ce qu'aujourd'hui on a encore le savoir-faire en France puisqu'on a un peu baissé quand même la garde dans ce domaine? On a eu du mal à faire l'EPR par exemple qui coûte plus cher, qui a eu des délais très très rallongés. Est-ce qu'on a encore le savoir-faire pour une telle ambition? Alors moi qui suis tout petit patron d'entreprise et par ailleurs actionnaire, enfin co-actionnaire de mon entreprise, il y a quelque chose que dans le monde de l'entreprise on connaît bien, c'est que quand l'actionnaire passe son temps à dire que les salariés de sa filiale sont des incompétents nuisibles, à un moment ça se ressent sur ce qui se passe dans la filiale. Or ça fait à peu près 20 ans que l'État français a le nucléaire honteux. En gros, depuis que Mitterrand a sacrifié Superphénix pour avoir la paix sur le déploiement du reste du parc. Et depuis 20 ans, on est dans l'ambiguïté totale qui consiste à dire à EDF, faites-en, on va même vous aider à en faire, tout en disant publiquement que c'est pas terrible ce que vous faites. Bon, alors quand vous êtes dans ce genre de contexte, à un moment, vous finissez par payer les pots cassés, c'est tout à fait inéluctable, j'ai envie de dire. Dans cette affaire-là, le fait que le jour où on décide de refaire un réacteur, on ait des délais un peu longs et des surcoûts, c'est pas étonnant. D'abord, il faut rappeler que ce réacteur est un réacteur franco-allemand, le PR. Donc on a mis les ceintures françaises avec les bretelles allemandes. Donc ça vous fait un bousin un peu compliqué, plus compliqué que ce qui était utile et nécessaire. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, en France, ça fait 20 ans qu'on n'a pas construit de réacteur. Donc quand on recommence, on dépasse le budget. Mais enfin, vous savez, la Tour Eiffel a terminé à 3 fois le budget initial, ou 2 fois et demi. Eurotunnel a dû terminer à 5 fois le budget initial. Et n'importe quel déploiement informatique dans une entreprise ne termine jamais en dessous du budget initial. Et le multiple peut être très élevé. Donc le fait qu'on dépasse le coût sur quelque chose qu'on recommence à faire, c'est pas inquiétant en soi, au sens de si on se débarrassait de tout ce qui a dépassé un budget, il y a beaucoup de choses dont on se débarrasserait, y compris les. Donc la filière, pour vous, elle n'est pas atteinte, elle a encore la capacité. Donc ce que je suis en train de dire juste, c'est que quand on recommence quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, au surplus sur un modèle neuf, on redémarre, c'est normal. Voilà. En plus, Areva, je suis désolé de le dire, mais a fait une erreur stratégique qui est de monter 3 marches à la fois. Puisqu'ils ont voulu faire un nouveau métier sur un nouveau modèle dans un nouveau pays, puisque le premier EPR a commencé à être mis en construction, c'était Olkiluoto en Finlande. Et donc, ils sont partis dans le décor, mais j'ai envie de dire, n'importe quelle entreprise qui essaye de monter 3 marches à la fois prend un risque énorme. Parce qu'avant, ils faisaient que l'îlot nucléaire, ils sont devenus maîtres d'œuvre. Ça demande de savoir gérer tout un tas de procédures avec l'autorité de sûreté qui ne savait pas gérer, tout un tas de trucs, etc. Ça demande de savoir surveiller les gens qui coulent le béton, alors qu'avant, ce n'était pas leur métier. Enfin bon, bref. Donc, il y a eu des mauvaises gestions, il y a eu des contingences, mais vous ne pensez pas que la crédibilité est atteinte? On a mis toutes les chances de notre côté pour qu'il en soit ainsi. C'est juste ça que je veux dire. Est-ce que ça veut dire que pour autant on est en train de prendre des risques avec la sûreté? Je ne le crois pas. Est-ce que ça veut dire pour autant que si on recommence à faire de la série, on fera tous les EPR à 10 milliards Je ne le crois pas non plus. Je suis même raisonnablement prêt à parier mon argent sur le fait que ça ne sera pas le cas. Voilà, donc alors après, on a une deuxième tête de série qui est ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne. C'est pareil, la Grande-Bretagne, ça fait des années qu'ils n'ont pas construit un réacteur, donc ils ont aussi perdu la main. Donc là, par contre, dans le sens inverse, je suis prêt à prendre les paris qui ne tiendront pas le budget. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas faire de nucléaire. Parce que votre solution à vous dites c'est la solution du pauvre face à la transition énergétique, parce que c'est moins cher que le renouvelable, et en plus, ça produit plus, donc ça amortit la récession liée... Alors, 2 choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez de quoi dépend l'économie mondiale, vous constatez qu'elle dépend de son approvisionnement en combustibles fossiles. Et il y a en particulier une courbe que j'aime beaucoup montrer, qui montre que la variation du PIB par personne dans le monde, ça fait maintenant 30 ans qu'elle reflète très exactement, je dis bien très exactement, la variation de la production de pétrole dans le monde, en volume. C'est-à-dire, vous regardez la quantité de tonnes de pétrole qui sort de terre chaque année, vous faites une courbe sur la variation de ces tonnes, vous avez très exactement la variation du PIB par personne dans le monde. D'accord ? Donc vous pouvez jeter à la poubelle tous les modèles macroéconomiques du FMI, de l'OCDE, etc. Ils ne valent pas un clou. Par contre, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que l'énergie, et en particulier le pétrole, pilote l'économie mondiale, parce que ça pilote les flux physiques qui peuvent être échangés entre les usines et les consommateurs, entre les magasins, etc. Et donc si vous en avez moins, vous avez moins d'échanges, donc moins d'économies, point barre. Et si vous en avez plus, vous augmentez les échanges et vous avez plus d'économies. Vous extrayez plus de ressources, ça marche très très bien. Or, le pétrole, il est
il a passé son pic de production sur la partie conventionnelle. L'Agence internationale de l'énergie a fini par le dire en décembre dernier. À partir de maintenant, sur cette partie-là, ça va décliner. Il reste le pétrole de schiste aux États-Unis, qui est une énigme parce que c'est un cash flow négatif depuis le début, et les sables bitumineux du Canada, qui sont très chers et qui ont une grosse pénalité énergétique d'extraction. Donc tout ça est un équilibre instable, et à mon avis, bien avant que je meure, et probablement pas plus tard que dans quelques années, tout ça va commencer à descendre. En Europe, au Japon et dans l'essentiel de la zone OCDE et même quelque part aux États-Unis, ça va contracter l'approvisionnement énergétique global, parce que le pétrole est la première énergie utilisée dans la zone. Du coup, ça va contracter l'économie. Dans cette affaire-là, vous allez donc avoir de moins en moins d'argent et pas de plus en plus. Si vous voulez remplacer les fossiles par autre chose, il va falloir utiliser ce qui vous donne le plus de autre chose par euro investi. Or, le nucléaire correspond beaucoup mieux à cette définition que l'éolien et le solaire, parce que l'éolien et le solaire ne sont pas des solutions complètes. Sauf à ce que cette interview n'ait pas lieu quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, ce qui est une option, mais à ce moment ça change significativement les comptes annuels de Xerfi, vous êtes obligé de compléter ces énergies, enfin cette fourniture d'électricité intermittente, par quelque chose qui permet de garantir l'approvisionnement, et donc du stockage. Et quand vous intégrez le coût du stockage, en plus du solaire et du coût de production du solaire et de l'éolien, vous vous retrouvez très au-dessus, même avec des hypothèses optimistes, du coût du nucléaire, même très cher. Et vous ne voyez pas de progrès technologique possible dans ce domaine? Parce que par ailleurs, la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez des panneaux qui coûtent pas cher et des éoliennes qui coûtent pas cher, c'est parce que c'est mondialisé grâce au pétrole. Donc tous les panneaux sont faits en Chine et toutes les nacelles en Allemagne. Que vous avez besoin d'industries minières qui fonctionnent avec du pétrole et du charbon, que vous avez besoin de pétrochimie qui fonctionne par définition avec du pétrole, que vous avez besoin d'industries manufacturières. Donc le jour où vous n'aurez plus que des moulins à vent et des panneaux solaires pour fabriquer d'autres panneaux solaires et d'autres éoliennes, y compris faire fonctionner les mines, la métallurgie, la chimie, les transports, etc., tout ça juste avec des moulins à vent et des panneaux solaires, on en reparlera du coût du mégawattheure. Mais il va être multiplié par n'importe quoi entre 10 et 100. Économiquement, c'est beaucoup plus dur à gérer, c'est ce que vous voulez dire. Une fois que le système est complet, vous perdez de la productivité et les coûts repartent à la hausse. Donc en fait, on ne comprend pas qu'une fois que le système est complet, et c'est le problème de tous les modèles économiques qui ne valent pas un clou, là, de l'ADEME, etc., qu'on voit partout, ils ne font pas le contrôle de cohérence à l'arrivée. Mais si vous faites le contrôle de cohérence à l'arrivée, vous vous rendez compte que ces coûts, c'est juste parce que l'économie est truffée de combustibles fossiles qu'on arrive à les avoir. Le jour où l'économie n'est plus truffée de combustibles fossiles, ses coûts explosent. Et pour vous, la filière nucléaire reste une alternative pour... Donc la filière nucléaire vaut moins cher, et donc quand vous regardez le système complet, ça vaut moins cher, même avec le démantèlement, même avec les déchets, même avec tout ça. Et l'État de la Cour des comptes a fait des tas de comptes qui sont tout à fait publics, consultables, etc. Donc ça vous rajoute du 5% ici, du 10% là, ça ne change pas les ordres de grandeur. Et vous vous rendez compte et c'est pour ça qu'on a fait du nucléaire historiquement, avant de faire des éoliennes et des panneaux solaires. Je signale que les moulins à vent, on connaît ça depuis des siècles. Donc si c'était moins cher de faire des moulins à vent que des réacteurs nucléaires, on aurait installé des moulins à vent avant d'avoir besoin d'installer des réacteurs nucléaires. C'est pas ce qu'on a fait, parce qu'en fait c'est plus cher. Bien, merci Jean-Marc Jancovici d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal pour nous exposer ces enjeux.